Bonjour mes chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette seconde conférence consacrée à mon livre L'univers millefeuille. Je vous rappelle son thème, c'est comprendre comment la nature s'y prend pour fabriquer une complexité aussi exquise à partir de la simplicité la plus dénudée. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir que face à ces systèmes complexes, la physique est démunie. Pas totalement démunie, heureusement, et la physique nous fait progresser à pas de géant, mais vous allez en voir en même temps les limites. C'est simplement le fait que, par rapport à ce qu'on sait faire en physique, ce qu'on ne sait pas faire correspond à un univers bien plus grand et disons-le, infini. Donc nous allons voir aujourd'hui les limites, c'est important, pour ensuite saisir ce qu'est la complexité et ne pas tomber dans des idées préconçues et peut-être parfois même fausses, ou en tout cas des insuffisances. Le thème aujourd'hui, c'est donc la physique à la peine. Et pour commencer, eh bien, peut-être le plus grand des physiciens, Einstein, c'est celui qui a le mieux expliqué, je crois, les limites de la physique. Il disait: s'intéresser aux êtres vivants est le meilleur moyen de ressentir à quel point la physique reste primitive. Et oui, lorsqu'on voit la complexité d'un être humain, même une simple bactérie, eh bien, toutes nos théories physiques par rapport à cela, je ne dis pas qu'elles sont inopérantes, elles permettent de comprendre beaucoup de choses, mais foncièrement, elles n'expliquent pas la vie. Et donc, il faut rester très modeste. Alors, voici une liste de quelques-unes des grandes limites de la pensée scientifique. J'ai appelé ça des biais, c'est-à-dire que, eh bien, on a tendance à tomber dans des idées préconçues ou dans des mirages parfois ou dans des mythes. Alors, en voici 5 qui me paraissent les plus importants. Le premier, c'est le mythe pythagoricien. Pythagore avait découvert la vertu des nombres, et la suite ne l'a pas démenti, mais le mythe pythagoricien, c'est celui qui consiste à penser que tout s'explique par les nombres. Pythagore disait: le nombre est le principe et la source de toute chose. Toute chose, pas tout à fait, parce que si je prends de nouveau l'exemple de l'être vivant, il y a des choses qu'on explique par les nombres, il y a des domaines de la biologie où on introduit des mathématiques, certes, mais foncièrement, fondamentalement, l'être vivant ne se décrit pas par les chiffres. C'est donc un mythe, c'est celui de penser qu'on arrivera un jour à décrire un être vivant par les chiffres. Je pense que c'est faux. Le deuxième mythe qui en découle tout à fait vient de Newton. Newton nous a montré magnifiquement comment on pouvait expliquer le mouvement des astres par la gravitation. Et il a donné une description, qui est encore utilisée aujourd'hui, de cette force de gravité qui attire les corps. Alors, il est allé même bien plus loin que cela, parce que pour élaborer sa théorie, nous l'avions vu, il a tout simplement inventé de nouvelles mathématiques. Il a inventé le calcul différentiel et son pendant qui est le calcul intégral. Le calcul différentiel, inventé par Newton, lui a permis de décrire les astres, le mouvement des astres, mais le principe de base de ces mathématiques, c'est celui qui sous-tend toute la physique aujourd'hui. Toute la physique moderne repose, comme celle de Newton, sur des équations qu'on appelle différentielles, c'est le calcul différentiel, le calcul intégral, et ces équations, vous les retrouvez, des équations différentes, mais toutes selon le même principe, le même fonctionnement. Vous les retrouvez dans la mécanique quantique, vous les retrouvez dans la relativité générale, vous les retrouvez en grande partie dans la thermodynamique. La science d'aujourd'hui, la physique d'aujourd'hui est fondée sur ces mathématiques. Alors, pourquoi je parle de mythe? C'est parce que
il ne faut pas aller non plus trop loin et considérer que ces équations expliquent tout et expliqueront tout dans le futur. Ce n'est pas le cas. C'est un outil absolument merveilleux et qui a, je dirais, encore tout son avenir devant lui, mais on ne peut pas tout expliquer comme cela. Alors, pour vous donner une image du mythe newtonien, c'est le démon de Laplace. Pierre-Simon de Laplace, au début du 19e siècle, manipulait très bien ces équations-là et se rendait compte de leur fertilité et a commencé à apparaître au début du 19e siècle cette idée qui s'est poursuivie tout au long du 19e, cette idée selon laquelle on expliquait tout par les mathématiques. Alors le démon, le fameux démon de Laplace, c'est une idée, ce qu'on appelle une expérience de pensée. Eh bien, c'est l'idée d'un petit démon qui connaîtrait les quelques lois de la physique, il n'y en a pas beaucoup, mais il les connaîtrait bien, il saurait calculer, et en même temps, ce démon connaîtrait toutes les positions et les vitesses de toutes les particules de l'univers. S'il connaissait toutes les positions des particules de l'univers, en appliquant ces fameuses équations différentielles, le petit démon pourrait prévoir pour toutes ces particules où elles seront dans une seconde, où elles seront dans une heure, où elles seront dans 3 jours, ou dans 2 ans, ou dans 1 milliard d'années. Et de même, il pourrait retracer en remontant le temps où étaient ces particules il y a 1 heure, il y a 15 jours, ou il y a 1 milliard d'années. Et donc ce démon pourrait tout savoir. Alors nous allons voir aujourd'hui que c'est totalement faux. C'est une vue de l'esprit. Alors bien sûr, il y a déjà une vue de l'esprit, c'est que comment arriver à connaître toutes les particules et donner leurs coordonnées au démon, c'est déjà impossible. Mais aussi, vous verrez dans quelques instants que c'est une vue de l'esprit, c'est même impossible dans le principe même. Mais vous voyez, c'est un mythe et qui reste encore un peu ancré dans les esprits. Les équations différentielles devraient permettre de tout décrire. Eh bien non. Maintenant, derrière tout cela, il y a un mirage qui est très très fondamental parce que je dirais qu'il remonte à la nature même du cerveau humain, c'est de penser que les choses sont déterministes. Les phénomènes sont déterministes, c'est-à-dire que si vous connaissez bien les causes d'un phénomène, vous devez prédire ce phénomène. Alors on retrouve l'idée du démon de Laplace, simplement là je suis sur un plan plus général, je ne vous parle plus d'équations différentielles. Là, je parle philosophiquement de l'idée générale qu'on peut tout prédire. Bon, c'est faux. C'est faux. Prenez la météo, avec les plus puissants ordinateurs du monde que l'on utilise pour la météo, on arrive à prévoir, allez, 48 heures, quelques jours de plus, avec déjà pas mal d'aléas, mais c'est tout ce qu'on sait faire. Et pourtant, ce sont des particules. Si nos ordinateurs puissants étaient comme le démon de Maxwell, ils pourraient prédire le mouvement de toutes les particules, donc de tous les vents, et de toutes les précipitations. Bon, c'est une vue de l'esprit. Nous allons voir que le hasard s'introduit partout et qu'il met en pièces cette vue, ce mirage du déterminisme selon lequel on pourrait tout prédire. Quand je disais que le déterminisme provient vraiment de la nature humaine, j'irais même plus loin, le cerveau du mammifère, c'est que dans toute notre histoire, et en remontant à la préhistoire, il est toujours très important pour l'homme, je dirais même vital, de connaître les conséquences et les déduire tout de suite en fonction de ce qu'il observe. Autrement dit, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. Alors, parlons de l'homme préhistorique, le chasseur-cueilleur qui était parti dans la forêt. Il entend quelque chose bouger près de lui. Immédiatement, il a le réflexe de regarder, de scruter entre les feuilles,
Et là, il est extrêmement important pour lui de savoir si c'est une proie et de pouvoir donc très très vite tirer sa flèche, ou bien si au contraire il s'agit d'un tigre et qui va lui sauter dessus dans le dixième de seconde qui suit. Et donc, le cerveau humain est fait pour reconnaître très vite la proie ou très vite le tigre et en tirer tout de suite la conséquence, tirer une flèche ou bien décamper. Alors, notre cerveau a été fait comme ça. Tous les jours, dans votre travail, quand vous allez au travail ou chez vous, tous les jours, vous déduisez des conséquences de ce que vous voyez et vous avez besoin de rechercher des certitudes. Vous n'aimez pas être dans l'incertitude, ne pas pouvoir prévoir. Ça vous arrive bien sûr très souvent, mais reconnaissez que c'est très inconfortable. Le cerveau humain va donc chercher toujours la certitude. Nous avons besoin de certitude. Et ça s'appelle le mirage du déterminisme. Nous pensons que tout peut être déterminé une fois qu'on connaît bien les causes. Eh bien, malheureusement, non. Même fondamentalement, nous allons voir que c'est faux. Il y a maintenant une illusion dont je vais pas mal parler aussi, c'est l'illusion du réductionnisme. Le réductionnisme, c'est une invention de Descartes. Descartes disait, vous avez un problème complexe à résoudre, eh bien cherchez à le décomposer en problèmes plus simples. Et puis les problèmes plus simples, là, vous allez peut-être les résoudre. S'il y en a un de ces sous-problèmes qui est encore difficile, bah, vous essayez de le redécomposer. Eh bien, c'est ça, la physique ou la science réductionniste, c'est celle qui consiste à toujours chercher à réduire les choses pour les comprendre. Alors, il n'y a pas de mal à cela. Toute la science actuelle repose sur le réductionnisme et la science reposera longtemps sur le réductionnisme. Donc, je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je dis simplement que si on s'intéresse à quelque chose de très complexe, disons par exemple une galaxie, ou bien a fortiori un être vivant, eh bien je dis que là, le réductionnisme a ses limites. C'est-à-dire que pour beaucoup de systèmes complexes, il ne faut pas trop descendre dans le détail, il faut parfois monter et essayer de voir le tout avant de réduire les problèmes. Un médecin, par exemple, un bon médecin de famille est une personne qui connaît votre personnalité, qui connaît votre corps, qui connaît votre historique et qui a donc une vision totale de qui vous êtes. On dit holistique, il a une vision complète de vous. À l'inverse, le médecin spécialiste, lui, il est réductionniste, c'est-à-dire que lui, eh bien, il est dans l'estomac, par exemple, il s'occupe de l'estomac et il sera plus compétent que le précédent pour l'estomac, mais il a beaucoup moins la vision holistique de ce que vous êtes. Eh bien, vous voyez, pour comprendre un être vivant, il faut être dans le réductionnisme et il faut aussi avoir une vision holistique. C'est là que je parle des illusions du réductionnisme, c'est l'idée que tout s'explique en décomposant. Et surtout, quand on décompose les problèmes de plus en plus finement, on arrive aux particules. Et donc, la quintessence de cette illusion, c'est de penser que tout peut s'expliquer par les particules. Et là, je me mets en contradiction avec beaucoup de savants, hein, beaucoup de scientifiques qui ont cette idée qu'on peut tout expliquer par les particules. Alors, là, je dirais comme Einstein, regardez un enfant qui rit, il est charmant, il rit. Comment allez-vous expliquer ça par les particules? On voit bien qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, le réductionnisme s'oppose à la vision holistique qui est essentielle quand on s'intéresse à des choses complexes. Et finalement, je vais vous parler d'un biais de sélection. Le biais de sélection, c'est lorsque vous passez votre temps à sélectionner, par exemple, ce qui vous plaît par rapport à ce qui vous déplaît. Alors, je vais vous donner une idée, hein, une personne qui a telle idée politique.
il est de gauche, il est de droite, il a des idées politiques assez fermement ancrées en lui, et ben, déjà, il va acheter les journaux qui correspondent à ces idées politiques-là. Il ne va pas acheter les autres. Et puis, quand à la télévision, on décrira quelque chose qui n'est pas dans ses idées, bah, il aura tendance à pas écouter ou à zapper, à passer à autre chose. À l'inverse, s'il voit apparaître le visage d'un homme politique qui correspond à ce qu'il pense, là, il va l'écouter très finement. Et vous voyez, au cours de sa vie, cet homme qui a un certain type d'idées va passer son temps à accumuler des choses qui vont dans son sens, et au contraire, rejeter ou ignorer, en général c'est plutôt ignorer, hein, oublier, ignorer, ce qui ne va pas dans son sens. J'ajoute un petit mot sur un thème qui m'est cher, c'est que les réseaux sociaux accentuent ce biais de sélection. Parce que d'abord sur les réseaux sociaux, vous avez énormément d'informations qui arrivent, donc vous pouvez sélectionner et passer votre temps à trier ce qui va dans votre sens et à oublier le reste. Mais c'est pire que ça. C'est que les robots de Facebook, de Google, etc., sont organisés pour vous envoyer à vous les news, les nouvelles qui correspondent à ce que vous avez par le passé regardé. Donc si vous regardez en permanence des nouvelles sur tel et tel thème dans tel et tel axe, le robot de Facebook ou de Google vous sortira toujours des choses qui vont dans ce sens, et donc ces robots accentuent le biais de sélection. Alors quelle est la sélection qui s'est produite en physique? Eh bien, on a tendance à trier en physique les sujets qui correspondent à ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire, par exemple, puisque nous avons une propension à chercher le déterminisme, imaginez que je sois un jeune chercheur. Si on me propose un thème de thèse, qui est un thème où on voit que les choses sont déterministes, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des causes, des conséquences, et puis même on sent qu'on va pouvoir mettre ça en mathématiques, on va pouvoir faire des équations avec ça. Eh bien, je serai attiré par ce thème. Et si à l'inverse, un autre professeur me propose un thème de quelque chose d'extrêmement complexe, par exemple, aller dans la complexité du vivant, des bactéries, et là je me dis, mais quelles sont les causes, quels sont les effets? J'ai l'impression que les causes se mordent la queue avec les effets. Qu'est-ce qui est cause, qu'est-ce qui est effet? On a le même problème en économie, on ne sait jamais si la cause est l'effet d'une autre cause qui elle-même est cause de l'effet précédent. Là, je vais me sentir mal à l'aise, et puis quelque part, je vais sentir que je vais avoir du mal à utiliser les mathématiques de façon productive dans ce problème. Eh bien, lequel des deux je choisirais? Je choisirais le premier. Alors, je ne veux pas critiquer un jeune physicien qui raisonnerait comme ça. En fait, il a raison quelque part, parce que si un physicien se jette dans quelque chose qui est extrêmement difficile à décrire par les mathématiques, où les causalités ne sont pas claires, etc., eh ben, il peut tout simplement ruiner sa carrière dès le départ. Donc, je ne suis pas en train de critiquer, je dis simplement que la physique fonctionne comme ça depuis la nuit des temps, et que depuis la nuit des temps, on trie les sujets dont on sent qu'on va être confortable avec eux, et on oublie les autres. Alors le philosophe des sciences, Karl Popper, avait une très bonne formule à propos de cela. Il disait, on s'est intéressé plus aux horloges qu'aux nuages. Ben oui, une horloge, ce sont des rouages. Vous pouvez vous pouvez compter les dents, vous pouvez faire des mathématiques avec tout ça, vous pouvez voir comment se démultiplie le mouvement. Un nuage, c'est extrêmement difficile d'expliquer comment il se forme et puis quelle forme il prend, et on est beaucoup moins à l'aise avec cela. Voilà donc les 5 mythes ou mirages qui ont tendance à affecter la physique. Alors je vais m'attaquer maintenant à l'un d'entre eux, qui est le déterminisme. Le déterminisme, c'est l'idée selon laquelle on peut tout déduire,
à partir du moment où on observe des causes, eh bien, on en déduit les conséquences, on a des équations pour cela et on peut pratiquement tout prédire. Alors, ça marche dans certains cas et la somme de tout ce qui a pu être fait par la physique jusqu'à aujourd'hui en atteste et est tout à fait impressionnante. Néanmoins, on se rend compte que le hasard, malheureusement, vient perturber ce jeu. Le hasard vient changer les choses et dans beaucoup de phénomènes, le hasard est prépondérant et malheureusement le déterminisme ne marche plus ou marche très partiellement. Alors à ce titre, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Georges Lemaître, vous vous rappelez, Georges Lemaître, l'ecclésiastique qui a inventé le Big Bang, un grand mathématicien, et Georges Lemaître, donc, disait à propos du monde, le déroulement des choses dans le monde, il disait, il ne s'agit pas du déroulement, du décodage, d'un enregistrement. Il s'agit d'une chanson dont chaque note est nouvelle et imprévisible. Le monde se fait et il se fait au hasard. Et je trouve cette phrase extraordinaire parce que elle explique vraiment cela. Elle est même un peu extrême. Je pense que cette phrase, il faudrait la remettre dans le contexte. On ne peut pas dire non plus que tout obéit au hasard. Je vais en parler plus précisément. En fait, c'est un équilibre entre le hasard et les lois de la nature. Mais voyez, Georges Lemaître va jusqu'à dire que c'est le hasard qui est à la barre. Et je trouve ça tout à fait extraordinaire de la part d'un ecclésiastique. Parce que avant Newton, la pensée très influencée par la religion disait grosso modo que tout était créé par Dieu. Ensuite, Newton a introduit une autre vision des choses qui a été le paradigme dominant jusqu'à présent, hein, jusqu'à des époques récentes, selon lesquelles il y avait des lois de la nature et les phénomènes obéissaient à ces lois. Lui avait trouvé la loi de la gravitation, par exemple, et il montrait très bien que les astres ne tournaient pas là où Dieu leur disait de tourner, les astres tournaient là où les règles de la gravitation leur disaient de tourner. Alors évidemment, Newton était croyant, puisqu'il était même théologien. Et donc Newton a en même temps introduit, sans le dire, mais c'était tout à fait implicite, l'idée que les lois de la nature étaient créées par Dieu. Cette idée est encore partagée par des scientifiques, et puis elle était aussi partagée par Einstein. Einstein disait « Je ne m'intéresse pas aux détails. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir comment le Seigneur a organisé le monde et quelles sont les lois qu'il a définies. » Et Einstein cherchait ces lois. Eh bien donc, je trouve étonnant que ce soit un ecclésiastique qui, dans les années 30, nous dise finalement que c'est le hasard qui est à la manœuvre. Le monde se fait. Vous voyez déjà même cette phrase, le monde se fait. Ce n'est pas le monde est fait par Dieu, c'est le monde se fait. Et il se fait au hasard. Alors, nous reprendrons cela et puis, comme je vous le disais, nous verrons que en fait, c'est un équilibre hein, entre les lois et le hasard. Alors, là, je vais vous relater 5 gros incidents de parcours qui se sont produits au XXe siècle et qui ont été autant de gifles, je dirais, à la communauté scientifique, des gifles qui lui ont fait comprendre que le déterminisme, c'était quelque chose, disons, qu'on pouvait utiliser, mais qui est loin d'être universel et dont il faut quelque part se méfier. Alors ces 5 événements, ce sont 5 moments où le hasard s'est introduit dans la pensée scientifique avec force. Certains ont été de véritables séismes. Le premier n'a pas été un séisme, il était le fait d'un grand mathématicien qui s'appelait Henri Poincaré, le frère du politicien Raymond,
Poincaré. Et Poincaré, que vous voyez là en bas à droite, a commencé à s'intéresser au système mécanique et il a découvert qu'il y avait beaucoup de systèmes qui étaient chaotiques. Chaotiques au sens où on ne pouvait pas prévoir leur destinée. Et en particulier, il a montré que le système solaire était chaotique. Alors, c'est un choc parce que les astres tournent très régulièrement. Vous savez que dans l'espace, il n'y a pas vraiment de force de friction, il y a beaucoup de vide, les astres sont abandonnés à eux-mêmes, donc c'est vraiment l'espace, c'est vraiment un endroit où on peut voir s'appliquer de façon très rigoureuse les lois de la nature. Et donc, c'est peut-être l'illustration la plus extraordinaire de cette image d'un monde qui est comme un mécanisme d'horlogerie, qui tourne d'après les lois de la mécanique. Eh bien non, dit Poincaré, non, le système solaire est chaotique. Simplement, je vais en parler dans 2 minutes, dans l'espace d'une vie humaine, ou même le temps de l'humanité, c'est un temps qui est très court et pendant ce temps-là, l'univers se comporte comme un mécanisme d'horlogerie. Mais si vous remontez dans les milliards d'années passées, il y a eu des événements chaotiques et qui ont même déplacé l'orbite de la Terre, hein, on le sait maintenant. Et donc le système solaire est chaotique. Alors là, Poincaré répond à une question que se posait Newton. Newton avait expliqué comment la Lune tourne autour de la Terre. Il avait donné une description mathématique de cela et ça a marqué l'histoire de la physique. Mais le même Newton, après être parvenu à ce tour de force, a cherché à aller plus loin. Et il s'est dit, j'ai décrit 2 astres, la Terre et la Lune, mais on sait bien que la Terre est aussi, tourne autour du Soleil, donc on sait aussi que il y a l'influence de la gravité du Soleil qui joue sur la Terre comme sur la Lune. Et donc, moi, Newton, je vais essayer de mettre en équation les 3 astres. C'est ce qu'on appelle le problème des 3 corps. Je vais chercher à mettre en équation comment les 3 astres se comportent l'un par rapport à l'autre. Et là, Newton n'y est pas arrivé. Il a même dit qu'il avait passé beaucoup de nuits blanches à essayer de résoudre ce problème et qu'il n'y était jamais arrivé. Et la réponse à cela, c'est Poincaré qui la donne. Poincaré démontre que le problème à 3 corps n'a pas de solution mathématique pure. Vous pouvez brasser les équations dans tous les sens comme l'a fait Newton, vous ne trouverez pas une solution, comme on dit, intégrable, c'est-à-dire qui puisse se déduire purement du calcul. Le système à 3 corps est chaotique. Et a fortiori, le système solaire avec ses 8 planètes est bien évidemment encore plus chaotique. Donc c'était le début et nous reviendrons sur ce thème. Poincaré découvre que lorsqu'on a affaire à un système chaotique, c'est embêtant parce que une toute petite variation sur le système peut créer des variations énormes après quelque temps. Autrement dit, quand bien même on pense pouvoir prévoir quelque chose, il suffit qu'on se trompe d'un millionième de millionième, et ce millionième de millionième, parce que c'est chaotique, s'amplifie et devient très vite quelque chose de absolument imprévisible. Alors voilà, c'était les débuts, ça n'a pas fait beaucoup de bruit à l'époque, en plus c'était fondé sur des mathématiques un peu obscures, mais le tremblement de terre est arrivé un peu plus tard, ça c'était à la fin du 19e, et c'est dans les années 20 que survient un tsunami qui s'appelle la mécanique quantique. Alors vous avez là 3 personnages pour lesquels j'ai une admiration sans limite, qui sont les 3 grands fondateurs de la mécanique quantique.
Vous avez le premier, alors oui, d'abord, j'explique un peu ce qui se passait à cette époque, hein, dans les années 20. On essayait de comprendre comment fonctionne l'atome. Et on avait une vision de l'atome qui était un peu celle d'un système solaire, justement. On voyait les électrons, on savait que les électrons tournaient autour du noyau, et on essayait de décrire ce système solaire en utilisant les équations classiques les équations de Newton et puis les équations de Maxwell pour l'électricité. Voilà, on essayait avec cette physique traditionnelle et on n'y arrivait pas. Et là, il y a plusieurs pionniers qui ont compris et qui ont trouvé des approches à cela. Le premier que vous avez en haut, c'est Niels Bohr. Niels Bohr n'a pas résolu le problème, mais il a donné la voie, il a trouvé des explications sur le fait qu'il y avait une résonance entre les différentes orbites des électrons. Donc il a un peu donné la voie, mais je le mets en premier parce que dans la suite, quand le tsunami a déferlé sur le monde de la physique, Niels Bohr a toujours été le patriarche, le père protecteur qui défendait ses ouailles et contre Einstein, parce que en fait Einstein s'est opposé aux visions de la mécanique quantique, donc il fallait quelqu'un de très fort, et c'était le cas de Niels Bohr, pour s'opposer à Einstein et lui montrer qu'il avait tort en fait. Alors le deuxième que vous voyez là, c'est Heisenberg, qui était tout jeune quand il devait avoir une vingtaine d'années, quand il a découvert lui aussi de nouvelles mathématiques. Il a inventé des mathématiques pour résoudre le problème de l'atome et il est le père incontesté de la mécanique quantique, avec en dessous Edwin Schrödinger, qui est arrivé lui aussi à résoudre le problème de l'atome et par une voie différente. En fait, plus tard, un mathématicien qui s'appelle Dirac a montré que les deux découvertes, celle d'Heisenberg et celle de Schrödinger, étaient équivalentes mathématiquement, même si elles se formalisaient différemment. Heisenberg, ça se formalisait avec des matrices, des tableaux de chiffres. Pour Schrödinger, ça se matérialisait par des ondes. Mais les deux formalismes très différents reflétaient la même vérité sous-jacente. Et donc aujourd'hui, nous utilisons un formalisme de la mécanique quantique qui est dû à Dirac et qui est la fusion, la synthèse de ce qu'a fait Heisenberg et de ce qu'a fait Schrödinger. Alors là, ces hommes nous ont fait découvrir un monde absolument étonnant. Et je vais le résumer simplement par une chose. Je vous dis que mon stylo est ici. Il est là, et là, je le pose sur la table, il est sur la table. Voilà, donc je sais où il est. Si maintenant je dis la même chose avec une particule, où se trouve cette particule? Elle peut se trouver là, mais elle peut aussi se trouver au plafond, ou elle peut aussi se trouver dehors dans la rue. Et c'est ça le problème, c'est que la mécanique quantique ne vous dit jamais exactement où se trouve une particule. Elle vous dit qu'elle peut être à tel endroit avec une probabilité de 50%, qu'elle peut se trouver à un autre endroit avec une probabilité de 30%, voire même un troisième endroit avec une probabilité de 20%. Voilà tout ce que peut dire la mécanique quantique. Alors là, le déterminisme vole en éclats, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus parler d'une position précise, encore moins prédire la position. Ou, pour être plus exact, on peut la prédire, mais avec des probabilités. Il y a toujours cette notion de probabilité. On peut quand même prédire les choses avec les probabilités. Par exemple, s'il y a beaucoup de particules, eh bien, vous pouvez faire jouer la loi des grands nombres et les probabilités vont vous donner un résultat. C'est grâce à ça que fonctionne l'ordinateur qui est devant moi ou devant vous, et mon micro. La télévision, Internet, tout ça fonctionne grâce à la mécanique quantique et grâce au fait qu'on sait quelque chose en mécanique quantique. On n'est pas ignorant, on sait prédire avec des probabilités. On ne peut jamais dire qu'une particule se trouve à un endroit précis. Alors ça, Einstein ne l'a jamais admis, jamais. Pour lui,
Si on pouvait prévoir comme ceci, il reconnaissait que les équations étaient justes, que les prédictions étaient bonnes, tout ça, il le reconnaissait. Mais il disait, si vous manipulez comme ça des probabilités, c'est que vous avez une connaissance imparfaite des choses. On utilise les probabilités quand on ne peut pas faire mieux. Donc quand on a un système devant nous qui est difficilement prévisible, comme la météo par exemple, et que si vous me dites la probabilité pour qu'il pleuve dans l'heure qui vient, c'est de 60%, bon, c'est utile, ça va me permettre de penser à prendre un imperméable. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de dire, bah, vous n'êtes quand même pas très bon dans vos prédictions, parce que moi, je ne sais pas, avec tous les ordinateurs qu'utilise la météo, on devrait pouvoir me dire que dans l'heure qui vient, il est sûr qu'il pleuve, à 60%. Donc le raisonnement d'Einstein était, la théorie quantique est juste, mais elle est incomplète. Il manque quelque chose. C'est par ignorance que vous parlez de statistiques. Non, disait Niels Bohr, non, et il s'est opposé toute sa vie à Einstein sur ce plan. Non, ces probabilités, elles correspondent à une vérité de la nature. Si vous demandez à la nature où se trouve une particule précisément, vous posez à la nature une question à laquelle elle est incapable de répondre. Elle ne pourra pas, quelles que soient les théories, elle ne pourra pas vous répondre que la particule est là. Parce que cette notion d'une particule qui est à un endroit précis, exact, ça n'est pas une notion naturelle. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la nature. Elle fonctionne comme ça au niveau macroscopique, donc dans notre vie de tous les jours, oui, on peut très bien dire que le stylo se trouve là sur la table. Mais si vous parlez de particules quantiques, alors là, non. Malheureusement, la nature n'est pas faite ainsi. Et je cite cette phrase d'Einstein que tout le monde connaît. Einstein disait, contre les probabilités, Dieu ne joue pas au dé. Et Niels Bohr lui répondait, qui êtes-vous, Einstein, pour dicter à Dieu ce qu'il doit faire? Ce qu'il voulait dire par là, ça n'avait rien à voir avec Dieu lui-même, c'était simplement que la nature est faite ainsi, la nature est faite dans le domaine microscopique, le domaine des particules, la nature n'est pas déterministe, voilà, elle est probabiliste. Et elle est comme ça, donc ce n'est pas une question d'incomplétude de nos théories ou d'approximation, c'est comme ça intrinsèquement. Les expériences qui ont eu lieu après-guerre et surtout qui se sont conclues magnifiquement en 1982 avec Alain Aspect, un Français, ces expériences ont montré que Niels Bohr avait raison. La nature est intrinsèquement probabiliste. Voilà ce qu'il a fallu admettre. Alors, je cite deux mots là, ontologiquement et épistémologiquement. Eh bien, la théorie d'Einstein, c'est que l'aspect probabiliste qu'on trouve en mécanique quantique est de nature épistémologique. Épistémologique, ça veut dire que c'est lié à nos modèles, à nos connaissances. Donc, c'est une limite de nos connaissances épistémologiques qui provoque ce flou. Non, disait Niels Bohr, c'est ontologique. Ontologique, c'est ce qui correspond à la réalité intrinsèque, la réalité des choses. La nature est intrinsèquement non déterministe, intrinsèquement floue, intrinsèquement probabiliste. Et ça, c'est un point de vue ontologique. Maintenant, troisième entrée en scène de l'incertitude, ça va être encore un séisme qui va se produire dans les années 30. Et là, il est aussi de grande ampleur parce que ce séisme ne touche pas la physique elle-même, mais touche les fondements de la physique, c'est-à-dire les mathématiques. C'est en mathématiques que va apparaître avec force l'incertitude. Alors, remontons à 1900.
l'un des plus grands mathématiciens qui ont marqué le siècle, David Hilbert, lance un défi. Il dit, ce serait bien si on pouvait démontrer que dans la vie, dans tous les phénomènes, dans tout ce qu'on peut étudier en mathématiques, une chose est vraie ou une chose est fausse, mais qu'on puisse toujours démontrer qu'elle est vraie ou démontrer qu'elle est fausse. Cela donnerait beaucoup de force aux mathématiques parce que vous n'auriez pas de situation floue entre les deux. Vous auriez ce qui est vrai et démontré, et ce qui est faux est démontré aussi. Et donc, Hilbert lance ce petit problème anodin qui est très fondamental, parce que c'est toute la solidité des mathématiques qui en dépend. Il lance donc ce problème en disant celui qui démontrera cela aura un prix et sera admiré par la collectivité. Il avait ainsi énoncé une vingtaine de problèmes qu'on a appelés les 20 problèmes du XXe siècle. Et celui de la complétude, c'est le nom de ce problème, était lancé. Un jeune logicien, mathématicien logicien, ce sont les plus purs des mathématiciens, Kurt Gödel, un juif autrichien, s'empare du problème et il partageait cet intérêt de Hilbert pour démontrer finalement la solidité des mathématiques, la cohérence des mathématiques. Il voulait démontrer qu'une proposition, quand on dit A2 plus B2 égale C2, théorème de Pythagore, eh bien, qu'on puisse démontrer que c'était vrai, ou si ça ne l'était pas, démontrer que c'était faux. Il s'empare donc du problème. En 1931, il obtient une démonstration. Et la démonstration qu'il obtient, ça n'est pas la démonstration de cette idée, c'est la démonstration du contraire. Il tombe sur une démonstration du contraire de ce qu'il voulait démontrer. Et il démontre donc un théorème qui va être, je le disais, un vrai séisme dans les mathématiques. Il montre qu'il existe des propositions qui sont indécidables. Vous ne pourrez jamais démontrer qu'elles sont vraies, vous ne pourrez jamais démontrer qu'elles sont fausses. Elles sont indécidables par nature, c'est-à-dire que les mathématiques ne peuvent pas trancher. C'est donc une limite. Vous voyez, on cherchait à démontrer la toute-puissance des mathématiques en créant un monde binaire. Il y a ce qui est vrai, il y a ce qui est faux. Ce qui est vrai est démontrable, ce qui est faux, la fausseté est démontrable. C'était binaire, c'était simple, et puis tout d'un coup, lui dit non. Mais non. J'ai trouvé une proposition qui est indécidable. Et c'est ça son théorème. Il suffit d'en trouver une. Vous n'avez pas besoin d'en trouver 200. Si vous trouvez une proposition qui est indécidable, on ne peut pas démontrer qu'elle est vraie, on ne peut pas démontrer qu'elle est fausse, il suffit d'en trouver une, et vous avez cassé l'idée originale de Hilbert. Et donc, ce théorème casse cette idée définitivement. Il existe des propositions qui sont indécidables. Vous pourrez triturer les mathématiques autant que vous voudrez, les mathématiques ne vous donneront pas la réponse, elles sont indécidables. Alors ça a été un choc, hein, beaucoup ont essayé de contester cela, de trouver d'autres démonstrations, etc. Et bon, il fallait l'admettre, il y a des propositions indécidables. Alors au début, on a dit, bon, on va vivre avec ça. Oui, il y a des exceptions. Finalement, il y a des exceptions qu'on ne peut pas démontrer, malheureusement. Seulement, le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'avançaient les mathématiques, on a découvert que ce n'était pas des exceptions. C'est-à-dire que c'est même la majorité des propositions qui sont non démontrables. Pour des problèmes très simples, comme ce que vous apprenez au lycée ou même en première ou deuxième année de fac, grosso modo, tout ce qu'on voit en mathématiques, c'est décidable. Mais dès qu'on dépasse ces niveaux et qu'on entre dans des systèmes mathématiques plus complexes, alors là, on découvre qu'il y a une majorité de propositions qui sont tout simplement indémontrables. Et donc, ce ne sont pas des exceptions, c'est tout à fait l'inverse. Elles sont majoritaires.
Alors, pourquoi avons-nous découvert cela si tardivement? Ben, c'est toujours ce fameux biais, je vous parlais du biais de sélection. En mathématiques, on passe son temps à sélectionner les problèmes qui sont démontrables. Quand on n'arrive pas à démontrer quelque chose, on oublie, on passe à autre chose. Donc, finalement, le mathématicien passe son temps à démontrer des choses. S'il démontre toujours toute sa vie des choses, ben, il se forme une idée d'un monde mathématique où tout se démontre. Ben oui, puisqu'il a passé son temps à démontrer des choses. Et puis ses collègues passent leur temps à démontrer des choses. Et les livres sont pleins de choses qui sont démontrées. C'est ça les mathématiques. Et donc tout est démontrable. Eh non. Tout est démontrable dans ce qu'on voit dans le travail des mathématiciens parce qu'ils sélectionnent ce qui est démontrable. Si ça n'est pas démontrable, ça ne les intéresse pas. Alors voilà, ça a été une découverte un peu amère, un peu difficile. Alors je continue, là on était dans les années 30, et je passe maintenant aux années 60 avec ce qu'on appelle le chaos déterministe. On revient un peu sur les travaux là qu'avait fait Henri Poincaré. Et le personnage clé là-dedans, c'est Edward Lorenz. Comme par hasard, météorologue. Eh oui, météorologue. Donc, lui se frottait tous les jours à des problèmes qui sont chaotiques. Et curieusement, Lorenz a découvert une grande vérité des mathématiques par une expérience tout à fait bête, qui était, je dirais, presque une erreur dans l'utilisation de son ordinateur. C'était le début de l'informatique, hein, les années 60. Et que se passe-t-il? Il lance un calcul. Alors les ordinateurs de l'époque, c'était rien à côté d'un simple smartphone aujourd'hui, et encore plus à côté des gros ordinateurs qu'utilise la météo nationale. Donc lui, il avait son tout petit ordinateur et il lance un calcul là-dessus. Donc il donne des données de départ et c'était un calcul itératif, c'est-à-dire que l'ordinateur devait calculer une situation 1, en déduire la situation 2, puis calculer la 3, la 4 et faire cela des milliers de fois. C'est une espèce de boucle, quoi. Et l'ordinateur commence à tourner et puis dans l'après-midi, il découvre que l'ordinateur s'est arrêté. Alors, il reprend le calcul, il remonte dans les données passées, qui heureusement avaient été mises en mémoire, il reprend le calcul un peu en arrière, il remet les données dans l'ordinateur et il le remet en route. Et là, il laisse l'ordinateur tourner pendant la nuit. Et le lendemain, il découvre quelque chose qu'il n'attendait pas du tout, des résultats qui lui paraissent complètement absurdes. Alors, il regarde dans le passé les données qu'il avait mises pour redémarrer ce calcul, elles étaient justes. Alors que s'est-il passé? Tout a dérivé, toutes les valeurs sont devenues complètement divergentes et il ne comprenait pas pourquoi. Il a inspecté l'ordinateur pour de nouveau vérifier qu'il n'y avait pas de panne, il n'y avait pas de panne. Et là, il comprend. Il comprend. Quand il avait relancé le calcul, il y avait un écart entre le nouveau calcul et le calcul fait auparavant. Et cet écart venait simplement du fait qu'il avait fait une petite approximation. Il devait rentrer un chiffre, par exemple, à 5 chiffres après la virgule, et puis il avait rentré que 3 chiffres après la virgule. Pas, pour simplifier, parce que une erreur d'1 pour 1000, c'était pas important. Donc il avait tronqué, si vous voulez, des décimales. Et c'était une erreur infime, infime, qu'il trouvait absolument non gênante. Le malheur, c'est que ces erreurs s'amplifiaient à chaque itération dans l'ordinateur jusqu'à faire complètement diverger les deux calculs. Le calcul initial et le deuxième calcul divergeaient à partir d'une différence de départ qui était simplement cette approximation qu'il avait mise. Et il découvre ainsi ce qu'on appelle l'effet papillon. L'effet papillon, lui qui était météorologue, avait pris cette métaphore en disant le battement de l'aile d'un papillon, quelque chose donc d'extrêmement ténu,
le battement de l'aile d'un papillon dans la forêt amazonienne peut avoir des conséquences sur l'air environnant, qui a des conséquences sur l'air plus généralement, plus loin, et tout ceci peut se traduire à la fin par une tornade au Texas. Un battement d'aile de papillon peut se terminer en tornade au Texas. Ça s'appelle, en mathématiques, la sensibilité aux conditions initiales. C'est-à-dire que quand vous prenez un point de départ, l'endroit où il y a le papillon par exemple, et que vous modifiez un tout petit peu les données de départ, qu'on appelle des conditions initiales, eh bien, vous avez un écart très faible qui va s'amplifier et qui peut devenir complètement chaotique, c'est-à-dire à la fin faire diverger les choses complètement. Alors, c'était une découverte mathématique aussi surprenante parce qu'on découvre que même des équations parfaitement déterministes, des équations comme vous les apprenez en maths LM, A2 plus B2 divisé par racine carrée de C, etc. Eh bien, même des équations comme cela qui sont parfaitement déterministes, qui devraient donner toujours le même résultat, eh bien, on s'aperçoit que quand on les manipule, des écarts apparaissent, ça, c'est pas grave, on est habitué en physique à ne pas avoir une infinité de décimales, mais ces écarts s'amplifient et à un certain moment deviennent complètement chaotiques. Et ça s'appelle le chaos déterministe, c'est-à-dire que même une équation parfaitement déterministe donne des résultats chaotiques. Alors ça a été encore une grande surprise. Alors, je vais vous donner 3 exemples ici de systèmes chaotiques pour vous dire que dans ces problèmes euh, de, de chaos déterministe, comme on dit, en fait, au départ, le système n'est pas chaotique, ou peu, c'est peu sensible, mais à un certain moment, ça se met à diverger et là, vous perdez complètement le contrôle. Eh bien, il y a donc un temps, si vous voulez, pendant lequel vos équations, disons, fonctionnent. Et puis, il y a un moment où ces équations donnent n'importe quoi. Parce que on a dépassé un certain temps. Et ce temps, ça a été éclairci par un mathématicien qui s'appelait Lyapunov. On a gardé son nom et on appelle ça le temps de Lyapunov. Alors, voici 3 exemples de temps de Lyapunov. Je commence par l'exemple du milieu, ici, la météorologie. Je vous disais tout à l'heure que, vous le voyez toujours, on prévoit assez bien 48 heures aujourd'hui de météo. Après 48 heures, là, ça commence à devenir aléatoire. Eh bien, ça veut dire que le temps de Lyapunov est de 48 heures pour un système de météo. Pour nos ordinateurs, avec nos équations, tout ce qu'on utilise en météo, eh bien, c'est chaotique à partir de 48 heures environ. Le temps de Lyapunov est 48 heures. Je vous donne maintenant un deuxième exemple de système chaotique, mais il y en a des millions et des millions. Le pendule double. Alors, je vous explique ce qu'est un pendule double. Le pendule simple, c'est l'horloge, c'est votre horloge qui bat le temps comme ceci. Le pendule, donc c'est un bras articulé. Le pendule double, c'est un bras articulé et on lui met un deuxième bras articulé en dessous. Voilà, ça fait donc un système comme ceci, de 2 bras articulés l'un en dessous de l'autre. Eh bien, le double pendule est un objet chaotique. Alors ça veut dire que quand vous introduisez une petite variation dans le mouvement, ou une petite erreur même de mesure, tout simplement, eh bien, si vous avez 2 pendules comme ça que vous avez lancés absolument en même temps, avec la même vitesse, de la même façon, ils vont se comporter identiquement au début, et puis au bout d'un certain temps, ils vont commencer à diverger. Et là, c'est n'importe quoi. Vous avez 2 pendules qui ne font plus du tout la même chose, chaotique. Ce mécanisme est très bien dépeint sur Wikipédia. Si vous prenez dans Wikipédia théorie du chaos, vous verrez on a simulé 2 doubles pendules
qu'on démarre de la même façon et qui sont synchrones, et puis à un moment donné, ils cessent d'être synchrones. Et si vous mesurez le temps, vous verrez que ça se produit environ au bout de 15 secondes. Le temps de Lyapunov du double pendule est de l'ordre de 15 secondes. Alors je termine sur un exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le système solaire est chaotique, de la même façon. C'est-à-dire qu'on peut prédire facilement la position des planètes, mais si on remonte dans le temps, par exemple, eh bien, on s'aperçoit que sur une grande durée, il y a des phénomènes chaotiques. Vous pourrez prédire les planètes, la position des planètes dans 1000 ans, vous pourrez les prédire dans 1 million d'années, mais quand vous arrivez à l'ordre de la dizaine de millions d'années, là, c'est totalement chaotique. Je reparlerai de cela parce que il y a eu des mouvements chaotiques dans le système solaire et en particulier la grosse planète Jupiter a introduit des mouvements chaotiques et qui ont complètement déplacé l'orbite terrestre. Et finalement, c'est grâce à ça que nous vivons aujourd'hui, parce que nous sommes sur la bonne orbite, celle où il y a une température douce, celle où il peut y avoir de l'eau liquide sur Terre, celle où la vie a pu apparaître. Eh bien, nous devons cela en particulier à Jupiter, parce que c'est Jupiter qui nous a bousculés il y a quelques milliards d'années, qui nous a bousculés et qui, d'une orbite éloignée, nous a ramenés plus près du Soleil, pour que nous puissions prendre des bains de soleil doucement sur la plage. Voilà, donc le temps de Lyapunov du système solaire, c'est quelques dizaines de millions d'années. Voilà. Donc il nous apparaît à nous comme un système parfaitement déterministe, mais il ne l'est pas. Alors, dernier exemple que je vais vous donner, alors ça n'a plus rien à voir, mais je pense que c'est intéressant d'en parler pour toujours parler du mythe du déterminisme, c'est la génétique. 1953, Watson et Crick découvrent la molécule en hélice de l'ADN que vous avez ici sur la photo. Ils découvrent la structure en hélice et ils découvrent en même temps le mécanisme de l'hérédité, c'est-à-dire que cette hélice est capable de se dédoubler et ensuite chacun des deux brins peut en reconstituer un autre. Et c'est comme ça que vous êtes nés et moi aussi. C'est le mécanisme de la reproduction. Et en étudiant cette molécule d'ADN, on découvre aussi ce qu'on appelait déjà les gènes. On se doutait bien que l'hérédité provenait de gènes. Par exemple, il y a des gènes qui font que vous êtes grand, que vous êtes petit, que vous avez les yeux de telle couleur, etc. Et on connaissait l'existence des gènes, mais on ne savait pas ce que c'était. Maintenant, dans les années 50, on découvre que cette molécule d'ADN, elle est fragmentée en morceaux, et chaque morceau, ça s'appelle un gène. On découvre aussi que chaque gène code une protéine, c'est-à-dire qu'il sert de patron pour construire une protéine. Votre corps est fait de protéines. Hein, eh bien, l'ADN, c'est la bibliothèque qui décrit très précisément toutes les protéines que votre corps doit utiliser. Dans votre corps, vous avez 7 ou 8 000 types de protéines et elles sont toutes inscrites dans le génome. Une protéine correspond à un gène. Le gène, c'est une espèce de patron, de modèle qui sert à fabriquer les protéines. Et dans vos cellules, les protéines se fabriquent toujours fidèlement en recopiant ces gènes qui sont donc l'instruction, si vous voulez, qui permet de déterminer ces protéines. Alors, avec la découverte de l'ADN, la découverte des gènes, apparaît un mythe déterministe. Et oui, notre cerveau est tellement programmé pour ça, nous voulons tellement des certitudes, nous voulons tellement trouver une cause qui donne un effet, que dès qu'on fait une découverte comme ça, on s'empresse tout de suite d'y voir quelque chose de déterministe. Alors, l'idée qui naît de tous ces travaux, c'est très simple.
un gène qui est dans l'ADN donne une protéine, et cette protéine détermine un trait, par exemple les yeux bleus. Très simple. Alors vous avez un gène des yeux bleus, vous allez avoir un gène peut-être du cancer de l'estomac, vous allez avoir un gène du pied beau, bien sûr, vous allez avoir un gène qui vous rend sensible au Covid, etc. Et donc, un gène égale une protéine égale un trait. Eh bien, c'était un grand rêve, alors non seulement intellectuel, mais c'était aussi un grand rêve pour les médecins, parce que on se disait, il y a 22 300 gènes pour l'homme. Eh bien, en 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va décoder tous ces gènes, on va observer leurs effets, donc on verra ce qui se passe si on enlève un gène, on le remplace par un autre, et quand on aura fait tout ce travail, eh bien, on saura tout guérir, puisque un gène correspond à un trait, donc on saura comment traiter toutes les maladies, parce qu'on saura de quel gène elles proviennent. Eh bien, il a fallu déchanter très vite, parce que ça ne marche pas, malheureusement. Et la raison, c'est tout simplement que la nature invente toujours des choses beaucoup plus compliquées que nous le souhaiterions. Alors d'abord, un gène code une protéine, eh bien c'est faux. C'est faux, parce que le gène, parfois, il code une protéine sur une partie de sa longueur et une autre sur une autre partie de sa longueur. Et donc, statistiquement, je dirais qu'un gène, ça correspond plutôt à une douzaine de protéines différentes. Donc, vous ne pouvez pas rattacher une protéine à un gène de façon univoque. Vous avez une douzaine de protéines qui sont faites par le même gène. Alors, ça veut dire que si vous modifiez le gène de quelqu'un, je vais dire n'importe quoi, pour qu'il ait les yeux bleus, par exemple, vous modifiez ce gène, eh bien, vous allez découvrir que ce même gène, parce qu'il fabrique d'autres protéines, va rendre cet individu sensible, par exemple, aux maladies auto-immunes, va peut-être lui donner une meilleure digestion, mais va lui donner des problèmes rénaux. Le même gène que vous aviez sélectionné pour une question de couleur d'yeux. C'est compliqué. C'est compliqué la médecine. Et de la même façon, si je prends un trait, par exemple les yeux bleus, eh bien, je m'aperçois qu'il n'y a pas un gène des yeux bleus. Il y a une douzaine de gènes qui jouent sur la couleur des yeux. C'est pour ça que même si vous avez deux parents qui, par exemple, ont exactement la même couleur d'yeux, eh bien, vous allez avoir des enfants, ils vont faire des enfants qui auront peut-être tous les yeux de la même couleur, grosso modo, mais quand vous regardez de près, ça varie. Il y en a un qui a les yeux plus verts, l'autre qui a les yeux un peu plus jaunes, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a, si on parle d'un trait, eh bien, il y a une douzaine de gènes qui jouent. Alors, c'est embêtant pour les médecins, parce que si, par exemple, on détecte que le cancer du foie provient en partie d'un gène, on se dit, on va dans le futur, avec la thérapie génétique, on va changer ce gène. Seulement, le même gène joue peut-être sur la forme de votre grand orteil, sur la circulation sanguine dans vos artères et sur vos facultés intellectuelles. Vous voyez donc, on ne peut pas changer un gène pour résoudre un problème donné. Alors, ça complique beaucoup les choses, c'est tout. Pour achever de dire que c'est complexe, je dirais de plus que même cette expression des gènes qui fait qu'un gène donne des protéines, même ce processus, il varie d'une cellule à l'autre. Eh oui, parce que si telle cellule de mon corps se trouve dans un milieu un peu acide, ou telle autre cellule se trouve dans un milieu comprimé mécaniquement, par exemple, ou si dans telle autre cellule il y a certaines hormones, eh bien ces cellules ne traduiront pas de la même manière les mêmes protéines.
Et donc, vous ne pouvez pas dire quelque chose d'une cellule en pensant qu'il va s'appliquer à la cellule d'à côté. Vous voyez à quel point c'est difficile. Et puis pour terminer, comme par hasard, eh bien, l'expression des gènes est probabiliste, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais certaine. Vous voyez, il y a là aussi la probabilité qui s'introduit. La probabilité, on le sait, hein, le cancer est très très largement un phénomène probabiliste. Pourquoi telle personne, surtout avec un cancer à 48 ans de l'estomac, et tel autre, un autre cancer. Tous ces malades se disent pourquoi j'ai le cancer? Eh bien oui, j'ai eu le cancer parce que c'est une grande loterie qui se produit dans chaque cellule. Alors Dieu merci, quand on moyenne tout ce qui se passe dans les cellules, ça marche et ça fait qu'un être humain peut vivre 90 ans de façon stable, mais il y a le hasard partout. Le monde se fait et se fait au hasard, disait Georges Lemaître. Alors pour terminer d'enfoncer le clou sur le mirage de la génétique déterministe, je démolirais cette notion de programme génétique. On s'est mis en tête, grâce à Watson et Crick qui ont découvert le génome, on s'est mis en tête que dans le génome, il y avait un programme et que ce programme déterminait ce que vous êtes. Et là encore, c'est la mentalité de l'homme, c'est le cerveau humain qui cherche toujours une cause unique pour une conséquence unique. Et donc, on s'est dit, il y a un programme qui est génétiquement inscrit et qui détermine ce que nous sommes. Alors, il n'y a pas de programme, il n'y a aucun programme, comme un programme informatique par exemple, il n'y a pas de programme. Le génome, c'est simplement une liste de protéines. C'est une liste de protéines, c'est-à-dire que les cellules peuvent aller piocher dans la bibliothèque, prendre la protéine qu'il leur faut à un moment donné. Et donc, dans toutes leurs interactions, les cellules ont des protéines. Alors, il y a certains mécanismes qui sont des instructions, un peu comme dans un programme, c'est-à-dire si je me mets à courir, par exemple, que je manque d'oxygène, il y a un gène quelque part qui va commander l'accélération de mon cœur. Donc il y a une causalité, vous voyez, mais c'est une causalité entre un certain gène et une certaine protéine. Ça n'est certainement pas une causalité entre une espèce de programme qui serait inscrit dans le génome et qui déterminerait ce que je suis. Le génome, c'est en fait une bibliothèque de protéines et qui indique comment faire les protéines, un mode d'emploi si vous voulez, c'est tout. Voilà, alors là j'espère vous avoir convaincu de la véracité de cette phrase de Georges Lemaître, le monde se fait au hasard, c'est-à-dire que le hasard s'introduit partout et même dans tout ce que nous avons voulu construire à base de mathématiques et de physique, où nous cherchons toujours des équations déterministes, eh bien le hasard revient toujours par la petite porte. Alors, la conclusion de ça, c'est qu'il faut redonner au hasard la place qu'il mérite, finalement. Nous avons, au cours des siècles, essayé d'écarter le hasard, va-t'en, on veut pas de toi, tu nous embêtes. Bon, on a fini par admettre qu'il y avait un peu de hasard qui introduisait du bruit dans les lignes. Alors oui, c'est comme ça, la vie, il y a du hasard qui crée un peu de flou. Bon, il y a le flou quantique, voilà, bon, on vit avec, mais hasard, va-t'en, on n'a pas besoin de toi, on veut prédire les choses. Ça, c'était donc la vision classique. Et aujourd'hui, moi, je vous donne une nouvelle version qui est que c'est le hasard qui est à la manœuvre, mais le hasard contraint. C'est-à-dire que si c'était simplement le hasard qui était à la manœuvre, nous n'existerions pas. Le monde serait, alors là, totalement chaotique, pire que cela, indescriptible, impossible à comprendre et à observer. Nous n'existerions pas, bien évidemment. Donc, le hasard tout seul, ça donne ça. Mais, Dieu merci, nous avons les lois de la physique. Et les lois de la physique, je vous les présente sous un angle nouveau. Je ne dis pas ce sont les lois physiques qui déterminent les phénomènes, non. Je vous dis, les lois de la physique sont là pour contraindre le hasard.
Les lois de la physique sont un cadre que le hasard est obligé d'accepter et de suivre. Et donc, ça limite, si vous voulez, ce qui est erratique. Alors, je vous donne une image, une métaphore. Je vais visiter une ville. Vous avez ici en bas un plan de la ville. Nouvelle ville que je ne connais pas, je vais la visiter. Je vais suivre un parcours au hasard de mes goûts, de ce qui se présente. J'ai tourné à gauche parce que j'ai vu poindre le clocher d'une jolie église et je suis allé la voir. En ressortant, je suis parti vers la droite parce qu'il y avait un bruit bizarre, comme une fanfare. Je suis allé voir ce que c'était et puis j'ai tourné de nouveau à gauche parce qu'il y avait une petite place avec des platanes et des terrasses de café. J'ai eu envie de prendre une bière sous les platanes. Voilà, donc c'est un trajet qui est un peu erratique. En physique, on dit un mouvement brownien. Le mouvement brownien, c'est un mouvement complètement erratique. Eh bien, il n'est pas complètement erratique, mon mouvement, parce qu'il y a des rues, il y a des passages cloutés, passages piétons, il y a des feux rouges. Et quand je me suis promené, j'ai respecté tout cela. Donc, on peut dire d'un côté que mon cheminement est erratique, mais en même temps, il respecte forcément ces contraintes. Il y a des rues et il y a des règles. Voilà. Eh bien, dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. C'est le hasard qui détermine les choses, mais il est contraint. Alors là, je vais faire un petit aparté, bon, qui, si je voulais le pousser, nous emmènerait très loin en mathématiques. Il se trouve que les lois physiques, en tout cas les lois qui gèrent les 4 forces de l'univers, force de gravitation, force électrique et force nucléaire, les 4 forces qui existent, il y a 2 forces nucléaires, les 4, sur un plan mathématique, aujourd'hui, dans les mathématiques modernes, dans la physique moderne, elles s'expriment comme des symétries. Je vais vous donner qu'un exemple, c'est la relativité. Au début, lorsqu'on a présenté la relativité ou lorsqu'on enseignait en faculté, c'était assez compliqué. La relativité restreinte, en tout cas, c'est celle-là dont je parle, eh bien aujourd'hui, elle se présente par des équations extrêmement simples qu'on appelle la symétrie de Lorentz. Alors, elle est difficile à se figurer parce qu'elle se passe dans un espace à 4 dimensions, 3 dimensions d'espace, 1 dimension de temps. Mais ce sont des équations extrêmement simples. Les équations de Lorentz sont des équations du niveau de la seconde, là, ou peut-être la première. Et ces équations définissent une symétrie qu'on appelle la symétrie lorentzienne. Eh bien, tout ce qu'a écrit en 1906 Einstein à propos de la relativité restreinte, tout peut se résumer à une phrase: le monde et les lois physiques doivent toutes observer une symétrie qui s'appelle la symétrie lorentzienne, qui se décrit par quelques équations extrêmement simples, niveau première. Voilà, quelques lignes, si vous voulez, qui résument toute la relativité restreinte. Eh bien, ça veut dire que tout objet que vous lancez dans l'espace ou tout atome avec des électrons qui tournent, tout cela doit vérifier une symétrie qui est la symétrie lorentzienne, et c'est ça qu'a découvert Einstein. Eh bien, c'est la même chose des autres forces, mais ça se passe dans des espaces abstraits. Enfin, là, on tombe vraiment dans des notions très, très abstraites. Mais les 4 forces de la nature se décrivent aujourd'hui comme des symétries. Ça veut dire que le hasard ne peut pas faire n'importe quoi. Le hasard doit observer ces symétries. Et il n'y a pas d'exception. Hein. Les lois de la nature, les lois physiques, elles existent parce qu'on n'a jamais trouvé d'exception et elles sont parfaitement universelles. Alors, vous voyez, cette façon de remettre le hasard à la place qu'il mérite, je la résumerai en reprenant la phrase de Démocrite qui disait
Tout résulte du hasard et de la nécessité. En fait, j'ai pris un ton un peu excessif pour vous dire le hasard est au centre des choses, le hasard est à la barre, c'est le hasard qui joue, et j'ai relégué au second plan les lois de la nature. Bon, en fait, il faut les mettre sur le même plan. En fait, la nature fonctionne par un équilibre entre les lois physiques et le hasard. Et donc, on retrouve bien la phrase de Démocrite, le hasard d'un côté, la nécessité de l'autre, c'est la nécessité des lois physiques. Elles imposent une nécessité. Et tout s'organise comme ceci. Je vous ai déjà donné un exemple de cela, peut-être en vous parlant, lorsque je vous avais parlé du système solaire. Les lois de la physique ne vous disent pas pourquoi la Terre est où elle est, et les lois de la physique ne vous disent pas pourquoi elle est faite de silicates, de fer, etc. Les lois de la physique ne vous disent pas ça. Tout ce que vous disent les lois de la physique, c'est à l'endroit où nous sommes, il existe une orbite. Et sur cette orbite, il peut y avoir des astres. Et s'ils sont sur cette orbite, ils tournent à une certaine vitesse. Ça, c'est les équations de Newton. Newton vous dit, il y a donc une orbite. Mais Newton, ou la physique, ne vous dit pas qu'il y a une planète déjà sur cette orbite, parce qu'il y a plein d'autres orbites qui sont vides. Celle-là, elle a une planète qui s'appelle la Terre. Et ça, c'est pas la physique qui le dit, c'est le hasard qui fait que la Terre est là. Il ne vous dit pas quelle est la masse de la Terre. Là aussi, c'est le hasard, c'est la rencontre de plein de cailloux qui, au cours du temps, se sont agrégés. Et la somme de tous ces cailloux, ça a donné la masse de la Terre. Mais c'est une somme de hasard. Elle ne vous dit pas plus pourquoi nous avons des silicates, du fer, du nickel, etc. Parce que tout ceci est né de myriades de collisions de petits objets. Et ces petits objets, pourquoi étaient-ils là? Ah ben, c'était encore le hasard. C'est parce qu'avant le système solaire, il y a des étoiles qui se promenaient par là, que ces étoiles avaient vieilli et étaient mortes, et que ces étoiles avaient envoyé dans l'espace plein d'éléments. Et ce sont ces éléments qui, plus tard, ont formé le système solaire en s'agrégeant. Donc vous voyez, il faut remonter à des milliards d'années et suivre des milliards et des milliards de particules, de cailloux, de gaz, pour expliquer qu'aujourd'hui, sur l'orbite qui est prévue par Newton, il y a une planète et que cette planète, c'est la Terre et qu'elle a telle et telle caractéristique. Alors ça porte un nom, on appelle ça la dépendance du chemin. Le chemin, c'est l'historique, voilà. Et donc, ce qu'est la Terre aujourd'hui n'est pas expliqué par la physique, est expliqué par le chemin, par toute l'histoire qui s'est produite avant. Bien évidemment, tout ceci étant sous contrainte des lois de la nature, comme je le disais. En fait, il faut voir ça comme un équilibre entre hasard et nécessité. Alors cet équilibre, il prend une forme intéressante parce que dans la suite, nous parlerons de ce qui est complexe et comment ça se fabrique. Alors là, je vais déjà vous dévoiler un petit voile sur la question. C'est que la complexité, elle ne peut pas se développer dans l'ordre, elle ne peut pas se développer dans le chaos. Elle se développe entre les deux. Alors, l'ordre. Qu'est-ce que c'est que l'ordre? Un exemple, c'est un cristal. Un cristal, c'est totalement ordonné. Quand vous avez vu 3 ou 4 molécules dans le cristal, ou 3 ou 4 atomes, vous savez où sont les autres. Tout est déterminé, tout est mathématique, tout est clair, tout est prévisible, et tout est mort. Un cristal, c'est mort, ça ne bouge pas, voilà, il ne se passe rien dans un cristal. À l'inverse, le chaos. Alors le chaos, imaginez la surface du Soleil. Vous avez plein de courants de convection qui font remonter la chaleur de l'étoile. Ça fait des éruptions solaires, ça fait des courants des magnétiques qui forment des énormes volutes qu'on arrive à observer sur Terre. Enfin, c'est totalement chaotique. Et vous ne pouvez pas imaginer à la surface du Soleil que se crée une structure, je ne parle même pas d'un être vivant, mais même simplement même d'un objet, d'un caillou, ça ne peut pas se former. Parce que tout ce qui se forme se défait aussi vite qu'il s'est formé.
C'est ça le chaos total près du Soleil. Donc, aucune complexité ne peut se développer dans l'ordre excessif, ni dans le chaos excessif. Et on s'aperçoit par de multiples exemples que la complexité se développe à la frange entre l'ordre et le chaos. Vous avez ici un exemple où on mesure la complexité d'un système. Alors ça, c'est pas une invention que j'ai faite, c'est une expérience informatique qui a été faite sur un système qui était capable de développer de la complexité, et on avait un curseur qui est indiqué en fait en bas entre ordre et chaos. On pouvait rendre ce système plus chaotique en tournant le bouton ou plus ordonné de l'autre côté. Et on s'apercevait que quand on était dans le côté ordre, eh bien là, tout était déterminé et il ne se passait rien. Et quand on basculait à fond dans le côté chaos, il se passait rien non plus parce que c'était trop chaotique. Par contre, entre les deux, si on ajustait le curseur pile à un endroit bien précis entre l'ordre et le chaos, là, il se passait quelque chose. Alors, c'est exactement comme lorsque vous réglez une radio sur une station, ça se fait plus beaucoup aujourd'hui avec les iPhones, les téléphones, mais avant, on tournait le bouton de la radio pour régler sur une fréquence et on entendait du bruit d'un côté, du bruit de l'autre, et pile quand on tombait bien sur la fréquence, là, on entendait la voix du commentateur ou la chanson. Eh bien, c'est pareil. Dans les systèmes de la nature, si vous tournez la molette trop à gauche, trop à droite, vous avez du bruit. Et si vous êtes pile sur une frange qui est intermédiaire entre l'ordre et le chaos, là peut se développer la complexité. Alors, on ne se rend pas compte de ça parce que ce qu'on voit autour de soi, ce sont uniquement des systèmes qui sont dans la frange, qui sont complexes. Je suis complexe, vous êtes complexe, mon ordinateur est complexe, mon chat est complexe, la feuille de salade que j'ai mangée à midi est complexe, le nuage que je vois à travers la fenêtre est complexe. Nous ne voyons que de la complexité. Et à la limite, pour trouver de l'ordre parfait, il faut aller peut-être dans la glace du pôle Nord. Et pour trouver du chaos, il faut aller à la surface du Soleil. Donc, tout ce que nous voyons est dans la frange. Et c'est pour ça qu'on n'y pense pas. Mais la réalité, c'est que c'est toujours dans cette frange que se développe la complexité. Pour le dire autrement, si le monde était déterministe comme le pensait Laplace avec son démon, eh bien, il serait bien ennuyeux. Ben oui, parce que tout serait déterminé par les lois de la nature, et tout ce que nous aurions à faire, nous, êtres humains, ce serait de contempler ce qui se déroule à cause des lois de la nature. Nous verrions se dérouler une pièce de théâtre qui est inscrite, un peu comme le maître disait par boutade, une symphonie ou une chanson qui a été enregistrée. Eh bien, le monde serait totalement inintéressant parce qu'il se déroulerait complètement de façon mécanique. Et il n'y aurait rien d'intéressant. En fait, nous serions dans un état de mort cérébrale parce que nous serions relégués au rang de spectateurs qui regardent comment se déplacent les particules. Et même ce que nous allons faire, nous, partir en vacances en Espagne, revenir au travail, serait déterminé. Donc on n'aurait même pas besoin d'y réfléchir. On partira en Espagne parce que les lois de la physique en ont décidé ainsi. À l'inverse, ça c'est l'exemple que je viens de vous donner, c'est le monde totalement déterministe, celui auquel pensait Laplace. À l'inverse, si le monde était complètement chaotique, il n'y aurait plus de lois, il n'y aurait plus rien, et l'univers serait indescriptible, quoi, et nous n'existerions pas. Voilà, alors cette idée reviendra dans nos conférences, c'est le fait que la complexité se développe toujours dans un équilibre entre l'ordre et le chaos. Alors pour terminer, je vous parle d'un gros obstacle qu'a rencontré la physique devant la complexité des systèmes, c'est le problème du réductionnisme. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à réduire les choses à plus simple, à plus petit, et à force de réduire, on perd la vision du tout. Alors là, il y a une notion qui est, à mon avis, fondamentale, c'est la notion d'émergence. Et c'est une notion
qui ne plaît pas beaucoup aux physiciens les plus réductionnistes. Et oui, parce que ça va un peu contre leur façon de voir. Euh, nous, nous appelons un phénomène émergent quelque chose qui apparaît à un niveau macroscopique, c'est-à-dire en grand, à partir de petites particules ou objets ou êtres qui donnent l'impression de s'organiser et qui, en tout cas, entre eux, fabriquent quelque chose qui les dépasse. Bon, je donne tout de suite un exemple. Les êtres humains, après la préhistoire, ont commencé à s'organiser en société avec la démocratie. Bon, bah, nous sommes, nous, des particules, les êtres humains, et nous fabriquons une démocratie qui est quelque chose qui nous dépasse et qui en même temps nous organise. Donc, il y a le niveau microscopique, c'est tous les petits hommes, les 67 millions de personnes en France. Et puis vous avez ce que ces 67 millions de personnes fabriquent, c'est-à-dire une société avec une démocratie, des règles, etc. C'est ça un système émergent. La société, elle n'existait pas à l'époque de Cro-Magnon. Elle existe aujourd'hui et elle émerge, elle a émergé, c'est nous qui l'avons faite. Eh bien, je vais vous donner d'autres exemples. Un orage. Un orage, vous savez très bien ce que c'est. Tout à l'heure, vous voyez une zone noire dans le ciel, vous voyez une certaine forme de nuage, vous sentez des vents qui se mettent à tourner, vous commencez à entendre un peu de grondement, et là, vous dites, bon, il n'y a pas de doute, il y a un orage. Un orage, c'est quelque chose qui est parfaitement déterminé, vous reconnaissez toujours un orage. Comment est fait l'orage? Personne n'a décidé de faire un orage quelque part. L'orage, il s'est fait à partir des molécules de vapeur d'eau qui se trouvent au-dessus de la mer ou qui ont été amenées par les vents dans l'atmosphère. Alors, que se passe-t-il? Ces petites molécules, elles sont des milliards de milliards de milliards, elles vont fabriquer un orage. Comment? Bah, à leur niveau, c'est très bête. C'est le fait que le sol soit chaud. Comme le sol est chaud, ça fait monter les particules. Les particules, en montant, elles se mettent à tourner. Ça, c'est une loi de la physique. Et puis, arrivées en haut, elles se refroidissent. Et en se refroidissant, elles déclenchent la pluie. Et puis, elles redescendent. Et ça fait un courant de convection. Et vous avez toujours un autre courant qui monte. Et vous avez donc des convections qui se produisent. Et une forme apparaît qui est la forme du nuage. Alors, est-ce qu'on peut expliquer le nuage par les particules? On y arrive un peu, je viens de vous le dire, les particules chaudes ont tendance à monter, on sait ce genre de choses, mais ça ne va pas plus loin, hein. On voit des grands principes, mais on ne peut pas dire quand et à quel endroit va se produire un orage. On ne peut pas, parce qu'on n'a tout simplement pas de moyens en physique pour prédire l'endroit où il se produira et à quelle heure. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, c'est un phénomène émergent, c'est-à-dire que ce sont les particules qui fabriquent l'orage. Pour être plus précis, ce ne sont pas les particules, mais ce sont les liaisons entre elles. Ce sont les interactions entre les particules qui vont faire le nuage. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'expliquer le nuage par la physique des particules, parce que la physique des particules, elle s'adresse aux particules elles-mêmes, non pas aux relations, aux corrélations qui peuvent exister entre elles. Et donc, il se forme ainsi un nuage, et dès que le nuage existe, c'est ça qui est important pour la suite, dès que le nuage existe, il impose ses propres règles aux particules. Et oui, d'abord, il va leur imposer un mouvement de rotation, parce qu'il va imposer des mouvements tournants. Donc les particules, elles obéissent aux lois de la nature, mais elles obéissent aussi aux lois du nuage. Le nuage leur dit de tourner, elles tournent. Le nuage va créer de la tension électrique, 20 000 volts. Eh bien, les particules vont être soumises à 20 000 volts. Et parfois, ça va faire des éclairs. Et ça, c'est le nuage qui l'impose. Le nuage impose des températures, puisqu'il va créer un circuit. Et donc, vous avez un ensemble de conditions qui forment le nuage, qui sont imposées par le nuage. On parle de causalité montante. La causalité montante, ce sont les particules qui en fait
quelque part s'auto-organise et fabrique le nuage. Et causalité descendante, c'est le nuage qui impose ses règles. Et vous avez donc ainsi toujours un double mécanisme, une causalité montante qui fabrique le phénomène émergent et une causalité descendante qui provient de lui. Alors je vous donne quelques autres exemples. Le cyclone, oui, c'est la même chose que l'orage. L'être vivant. Je vais vous donner là vraiment la quintessence du phénomène émergent. Là, vous allez vraiment comprendre ce qu'est un phénomène émergent. C'est une expérience un peu triste que je vais décrire, c'est la mort d'un animal. Bon, je m'excuse auprès de ceux qui ont perdu un chien, un chat, et j'évoquerai un souvenir douloureux pour eux. Bon, je ne parle pas d'êtres humains parce que c'est encore pire. Alors, nous prenons un animal qui malheureusement est arrivé à la fin de sa vie. Il meurt. 30 secondes avant sa mort, toutes ces cellules étaient en ordre de marche partout dans son corps. Et tous les atomes étaient situés à certains endroits. 30 secondes avant sa mort. 30 secondes après sa mort, toutes les cellules sont toujours au même endroit. Surtout, toutes les cellules de l'animal sont toujours vivantes. Et a fortiori, tous les atomes qui étaient présents là sont toujours au même endroit. Et pourtant, le chat est mort. Alors, que s'est-il passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce ne sont pas ces cellules qui déterminent si le chat est vivant ou mort. Ce ne sont pas les atomes. Ce sont les relations entre les cellules et les relations entre toutes les molécules et tout ça. C'est un ensemble de relations qui crée un système très complexe de l'animal et qui fait qu'il s'auto-entretient. Et il suffit que ces relations se rompent à un moment donné, disparaissent, et l'animal ne peut plus se maintenir, il meurt. Mais j'insiste bien, 30 secondes avant la mort, 30 secondes après, les cellules sont au même endroit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est difficile de définir exactement ce qu'est la mort. C'est encore un sujet de médecine. Qu'est-ce exactement que la mort? Et à partir de quand on peut considérer qu'un individu est mort? Donc, vous avez là l'exemple type du phénomène émergent et surtout, vous comprenez, si je vous dis que les cellules, 30 secondes après, sont toujours au même endroit et qu'elles ont toujours les mêmes atomes, vous comprenez que la physique réductionniste, qui consiste à réduire les choses aux cellules puis aux atomes, ne fonctionne pas pour expliquer la vie. Vous pouvez utiliser toute la physique que vous voulez, les plus belles équations que vous voulez, elles ne décrivent pas le phénomène dont je viens de parler, c'est-à-dire le fait de passer de vivant à mort. Alors, dernier exemple, c'est la société d'abeilles, de fourmis, les animaux qu'on appelle sociaux. Eh bien, on ne sait pas pourquoi, à un certain stade, un jour, des abeilles ont eu l'idée de vivre ensemble et de se partager les tâches. Vous voyez, les mouches ne font pas ça. Les mouches, elles vivent solitaires. Elles s'accouplent, elles pondent des œufs, et puis aussitôt elles s'envolent et elles sont solitaires. Elles mènent leur vie toutes seules, sauf à deux quand elles s'accouplent. Mais le reste du temps, elles sont seules. Bah, les abeilles, non. Les abeilles, elles vivent en société. Alors que s'est-il passé? Bah, il s'est passé que un jour, des abeilles ont été un peu en symbiose l'une avec l'autre, avec une qui faisait la reproduction, l'autre qui allait chercher du miel, et puis elles se sont entendues entre elles. Et puis petit à petit, ce système, comme il apportait un avantage, il faut qu'il apporte un avantage pour que la sélection darwinienne le retienne, eh bien ce système s'est propagé et surtout a influencé le gène de l'abeille. Donc le gène de l'abeille a commencé à se modifier pour que l'abeille fonctionne mieux en société. Mais vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement peu probable parce que ça ne s'est pas produit avec les mouches, ça ne s'est pas produit avec les papillons. Finalement, les insectes sociaux, il y a les termites, les abeilles, les fourmis, il n'y a pas grand-chose. Eh bien, ce sont des espèces qui ont trouvé et qui ont créé quelque chose, ils ont créé un tout.
La ruche, c'est un tout qui dépasse complètement l'individu abeille. Une abeille peut mourir, on s'en rendra même pas compte, la ruche continue. La ruche est un tout et la ruche est plus que la somme des abeilles. On dit que le tout est plus que la somme des parties. Voilà ce qu'est un phénomène émergent. C'est une idée qui va être centrale dans ce que nous ferons, mais je vous le dis, elle n'est pas tellement acceptée ou elle est gênante un peu pour beaucoup de physiciens. Voilà. Alors, illustration de ce que je viens de vous dire, il y a une causalité montante qui fabrique l'orage et l'orage impose sa propre causalité descendante aux molécules. Les cellules d'un être vivant déterminent l'être global, c'est la causalité montante, mais l'être global impose ses règles à la cellule. Lorsque je bouge ma main, c'est moi, mon être, au niveau supérieur, qui impose aux cellules de ma main un mouvement. La société d'abeilles impose ses règles aux abeilles. Et vous avez donc toujours ce même mécanisme, causalité montante, causalité descendante. Voilà. Donc nous reprendrons beaucoup cela. Et je termine par une explication du fait que j'ai appelé mon livre « L'univers millefeuille ». Pourquoi l'univers millefeuille? C'est parce que ce que j'ai montré avant, vous voyez, créer des strates. Vous avez la strate des molécules ici qui crée un orage, et l'orage il se trouve dans un espace de peut-être 5 ou 10 km, donc on n'est plus du tout à la même échelle. Et donc il y a des petits objets, des molécules qui créent au-dessus d'elles quelque chose de beaucoup plus grand. L'être vivant est beaucoup plus grand que la cellule, et la société des abeilles est beaucoup plus grande que l'abeille. Vous avez donc de la complexité qui apparaît sous forme émergente et ça crée un étage au-dessus. Mais alors ce qui se passe, c'est que l'étage au-dessus, lui, va peut-être créer un nouvel étage au-dessus. Et il y a ainsi des étages qui s'ajoutent et qui s'ajoutent. Et c'est ça qui crée un millefeuille. Voilà une idée très générale du millefeuille qui a été donnée par le cosmologiste George Ellis. Il distingue 9 niveaux dans tout ce que nous observons, qui sont des niveaux fondamentaux. Mais le millefeuille se décompose plus finement. Donc on peut aller plus loin dans le millefeuille. Mais là, c'est une vision très globale. À ce stade, on va rester là-dessus. Vous avez au plus bas niveau la strate des particules. Vous avez la strate des noyaux atomiques qui se forment à partir des particules qui s'agrègent. Ensuite, des électrons viennent rejoindre le noyau et ça forme l'atome, encore une autre strate. Ces atomes se regroupent alors soit en cristaux, comme des roches, soit en macromolécules, les protéines par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, vous avez les cellules vivantes qui se forment à partir de cela. Et là, Ellis fait un parallèle avec les machines. Il dit, la cellule, on peut la comparer aussi à un composant comme un transistor dans un ordinateur. C'est un composant. Ensuite, ces cellules forment des tissus, la paroi de l'estomac, le muscle du cœur, la paroi des vaisseaux, etc. Et là, il compare ça aussi à des sous-ensembles mécaniques, par exemple le carburateur de l'automobile. Et puis ces organes s'assemblent en être vivant, l'homme. Et là, le parallèle mécanique, ça sera la machine. Une machine, c'est complètement autonome et ça accomplit une certaine tâche, voilà. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que vous avez les êtres vivants de certains insectes sociaux forment des petites sociétés simplistes, mais surtout l'homme a formé la société, dont je vous disais qu'elle était un phénomène émergent. Et là, la sociologie, l'économie, l'organisation sociale, tout ça, ça traite de la strate qui est au-dessus de l'homme, qui est la strate de la société. Et puis finalement, on découvre de plus en plus qu'au-dessus de l'homme, il y a une autre strate, c'est l'environnement terrestre et la biosphère. Bon, finalement, nous sommes une strate et il y en a une bien plus grande au-dessus de nous qu'il faut respecter,
qui est l'environnement terrestre. Voilà, donc je termine là-dessus et vous comprenez maintenant pourquoi mon livre s'appelle L'univers millefeuille et nous allons dans les prochaines conférences naviguer d'une strate à l'autre du millefeuille en sautant allègrement de la cellule à l'homme, de l'homme à la particule, de la particule à l'atome, etc., etc. Donc nous sauterons allègrement là-dedans et nous découvrirons que dans toutes ces strates, finalement, on retrouve un peu les mêmes mécanismes. Voilà, eh bien, je serai ravi de vous retrouver la prochaine fois pour la suite de ces conférences. Merci.